Bienvenue dans le débat sur France 24. La guerre en Ukraine au centre du G20 à Bali, fort de la libération de Kherson. Volodymyr Zelensky s'est exprimé en visioconférence face aux représentants des puissances économiques mondiales, en l'absence de Vladimir Poutine, représenté au sommet par son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov. Le président ukrainien a lancé qu'il était convaincu qu'il fallait que la guerre s'arrête et il a proposé 10 conditions pour parler avec les Russes, dont le retour à l'intégrité territoriale. Des conditions inacceptables pour les Russes qui bombardent Kiev et Kharkiv aujourd'hui. Les Occidentaux voudraient que le communiqué final évoque le mot « guerre » pour caractériser le conflit en Ukraine, alors que la Russie parle toujours d'une opération spéciale. Les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud restent prudents et plaident pour l'apaisement. La question de la prolongation de l'accord sur les céréales ukrainiennes qui prend fin vendredi se pose. Volodymyr Zelensky s'est dit favorable à ce qu'il soit prolongé indéfiniment. Emmanuel Macron a rencontré Paul Kagame ou encore Macky Sall, présents au sommet pour évoquer la crise alimentaire, conséquence de cette guerre en Ukraine. Alors que les frappes russes ont repris à Kiev aujourd'hui, le G20 pourrait-il être un point de départ de discussion pour la paix en Ukraine? La Russie est-elle de plus en plus isolée sur la scène internationale ou le hiatus entre occidentaux et le reste de la planète reste-t-il béant? Un accord pérenne sur les céréales pourrait-il voir le jour? Eh bien, on posera toutes ces questions à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elena Volochine. Bonsoir Elena. Bonsoir, ancienne correspondante de France 24 en Russie, chroniqueuse de Vue de Russie. C'est tous les vendredis à 18h40 sur France 24. Bienvenue Elena. En face de vous, Francis Laloupeau. Bonsoir. Journaliste indépendant, éditorialiste, enseignant en géopolitique, auteur du Blues démocratique 1990-2020 et c'est chez Cartala. Bienvenue Francis Laloupeau. Nous avons également avec nous Thomas Friand. Bonsoir, fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Bienvenue. Et puis Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Ancien ambassadeur en Russie, en Chine et à l'ONU. Bienvenue à vous. Volodymyr Zelensky a demandé aux chefs d'État et chefs de gouvernement de ne pas faire confiance à la Russie. Xi Jinping et Joe Biden ont rejeté tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine à la suite de leur entrevue au G20. Emmanuel Macron a demandé à Xi Jinping de faire pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la table des négociations. L'Ukraine, vous l'avez compris, est au cœur du G20 sans Vladimir Poutine. Mais le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dit qu'il jugeait irréalistes les conditions de Kiev. On fait le point de cette journée d'abord avec Alice Broga. C'est le premier sommet du G20 depuis le début de la guerre en Ukraine. Un sujet qui a d'emblée éclipsé tous les autres, avec dès l'ouverture un message vidéo du président Zelensky. La Russie doit retirer toutes ses troupes et formations armées du territoire ukrainien. Le contrôle de l'Ukraine sur toutes les sections de notre frontière avec la Russie doit être rétabli. Cela permettra une cessation complète et réelle des hostilités. Au total, le président ukrainien a listé les 10 conditions essentielles selon lui pour entamer des pourparlers de paix. Des conditions rejetées par la Russie, représentée en l'absence de Vladimir Poutine par son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov. Tous les problèmes proviennent de la partie ukrainienne qui refuse catégoriquement des négociations et avance des revendications manifestement irréalistes et inadaptées à la situation. Mais tout au long de la journée, la pression des Occidentaux s'est accentuée sur la Russie. En présence du ministre russe des Affaires étrangères, nous avons souligné l'illégalité, la nature barbare de la guerre de la Russie et son impact dévastateur sur les populations du monde. Les Occidentaux veulent faire adopter un communiqué final déclarant que la plupart des membres du G20 condamnent l'invasion russe en Ukraine. Ils cherchent pour ce faire à rallier le soutien d'autres pays, notamment de la Chine, qui n'a toujours pas condamné l'invasion russe, mais appelle à un cessez-le-feu. Autre sujet d'inquiétude pour les États membres, l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui arrive à échéance vendredi et dont la Russie n'a pas indiqué si elle le prolongerait. Jean-Maurice Ripert, je commence par vous, bien sûr, parce que vous êtes le diplomate de ce plateau. Est-ce que vous pensez que ce G20 peut être une sorte de départ, de discussion entre Ukrainiens et Russes, en tout cas de point sur des conditions de paix entre les deux pays? Il aurait pu. Il aurait pu. Vous parlez déjà au passé. Je le crains. Je le crains parce que, quelle que soit la bonne volonté de tous ceux qui s'érigent en médiateurs ou qui expliquent qu'il faut que la Russie
retourne à la table des négociations. Je ne comprends pas d'ailleurs très bien ce que ça veut dire, pour être honnête avec vous, parce que retourner veut dire qu'il y en a déjà eu, il n'y en a pas eu. Il y a une guerre imposée à l'Ukraine par la Russie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais donc bon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que les choses s'arrêtent. Évidemment, on peut tous espérer qu'un cessez-le-feu permettrait qu'il n'y ait plus de victimes. C'est différent de négociations, c'est différent de discussions. C'est la première fois tout de même que Zelensky parle de 10 propositions comme il l'a fait. Oui, enfin, il y en avait 5 il y a 3 jours, et il y en avait d'autres au début de la guerre. Il avait lui-même déjà, il s'était prononcé pour des négociations. Mais mon point est le suivant, Vladimir Poutine n'est pas au G20. Pourquoi ? Pour négocier, si l'avenir de l'Ukraine doit être négocié, et que les Russes considèrent que c'est un problème russe, alors il devrait être là. Aujourd'hui, alors que le président Zelensky a évoqué ses conditions pour des négociations ou des discussions, les Russes ont décidé de bombarder Lviv, Kharkiv et Kiev. On va y revenir d'ailleurs. Tuant essentiellement des civils d'ailleurs. Hein. C'est toujours une guerre contre les civils, des infrastructures. Troisièmement, M. Peskov, le bien connu porte-parole du Kremlin, a déclaré hier, ou a rappelé hier en réponse au président Zelensky, que malgré la reprise de Kherson par l'Ukraine, Kherson restait russe. Donc je ne vois pas très bien là-dedans où seraient les moindres signaux qu'enverraient les Russes pour faire état de disponibilité à négocier. Donc je crains malheureusement que là, nous prenions un peu nos rêves pour des réalités. Elena Voloshin, vous êtes d'accord? Zelensky est tout de même en position de force après la reprise de Kherson. Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur. On a vu une sorte de réaction de la part de la Russie suite à ce discours de 20 minutes de Volodymyr Zelensky devant le G20. C'était évidemment une réaction de colère. Il n'y avait pas eu de frappe de telle intensité depuis les frappes qui ont suivi l'attaque contre le pont de Crimée, c'est-à-dire sur tout le territoire ukrainien. Il y a aussi d'autres villes, Kryvyi Rih, qui ont été touchées aujourd'hui par ces frappes. Quasiment toute l'infrastructure énergétique de l'Ukraine aujourd'hui a été frappée, donc c'était vraiment massif et c'était clairement une réaction à ce discours de Volodymyr Zelensky au G20 qui était presque un discours déjà d'après-guerre. Et Zelensky, donc le président ukrainien, a dit il n'y aura pas de Minsk 3. Pourquoi ? Parce que Minsk 1 et Minsk 2, vous en étiez, monsieur l'ambassadeur, vous avez assisté à ces négociations. C'était des négociations où la Russie arrivait en disant on n'est pas parti du conflit. Et à ce moment-là, la France, l'Allemagne tentaient de le ramener à la raison, tentaient d'essayer d'insinuer un petit peu de réalité dans ces négociations. Et surtout, si je peux me permettre, on ne traitait pas la Crimée à Minsk. Voilà, la Crimée n'était... C'est un signal qu'envoie Zelensky sur le fait qu'il faut que la Crimée fasse partie des négociations. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est complètement revenu sur même ces tentatives enfin, cette base en tout cas pour un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine dans la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, pour Volodymyr Zelensky, il n'y a plus de compromis possible, surtout après la reprise de Kherson. Pour lui, il parle déjà comme si la victoire était acquise et aujourd'hui, il veut reconquérir la Crimée. Et le plan, encore une fois, qu'il a présenté aujourd'hui en 10 points, c'est déjà un plan d'après-guerre. Ce n'est pas un plan qui est aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, comme si la guerre... Mais il l'a fait au G20, donc il y avait quand même une idée derrière la tête. Oui, exactement, parce qu'il ne négocie pas avec la Russie. Il négocie avec la communauté internationale. Ce n'étaient pas des conditions qui étaient là pour la Russie, c'était des conditions pour les Occidentaux, pour qu'ils isolent plus encore, et finalement, la Russie, de toute possibilité même de futures attaques. Et il a parlé d'ailleurs, pour terminer, d'instaurer un tribunal international pour les crimes commis par la Russie en Ukraine. Donc il est déjà dans le temps d'après, et il est dans le temps d'après, non pas avec les Russes, ça c'est fini, il est dans le temps d'après avec les Occidentaux. Alors justement, les Occidentaux et le reste du monde, c'est-à-dire ces pays émergents, Francis Laloupeau, est-ce que la Russie est isolée aujourd'hui de la scène internationale? On n'a pas vu de condamnation claire, la Chine ne l'a pas condamné clairement, même s'il y a eu des discussions donc, entre Joe Biden et Xi Jinping. Pour l'instant, on voit une Afrique du Sud qui, a priori, reste aussi silencieuse. L'Inde reste toujours prudente. Donc on sent bien, est-ce qu'il y a toujours ce hiatus entre les Occidentaux et ces pays émergents au G20, ou est-ce que les frappes d'aujourd'hui vont faire basculer un peu les pays émergents vers la position occidentale? Les pays qui conservent aujourd'hui une sorte de neutralité, notamment les pays africains, je veux dire, font preuve d'abord, avant tout, d'une forme de prudence et conservent une distance, en fait, politique vis-à-vis de ce qu'on peut considérer comme les protagonistes du conflit. C'est-à-dire la Russie d'un côté, qui a décidé donc de déclarer la guerre à l'Occident. Et il se dit dans les coulisses, dans les pays africains, que, en fait, d'une manière générale, les pays qui ont choisi
je dirais, une forme de neutralité vis-à-vis de ce conflit, souhaitent surtout, avant tout, ne pas devenir des variables d'ajustement, en fait, d'un conflit qu'ils considèrent comme un conflit qui leur est totalement étranger. Relativement étranger, puisqu'il y a évidemment... Donc l'impact sur eux est tout de même très fort, que ce soit donc la crise alimentaire... L'impact économique, évidemment, avec la crise alimentaire. Mais vous avez remarqué quand même que, voilà, pendant les récents votes de l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains qui ont marqué cette position de neutralité sont à peu près une vingtaine. La majorité des pays africains ont quand même, d'une certaine manière, condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc il reste une vingtaine de réfractaires, si je puis m'exprimer ainsi, qui ne veulent pas justement condamner la Russie. Qui ne condamnent pas, mais qui n'apportent pas non plus un soutien franc et massif à la Russie. Parce que vous avez remarqué que de l'Afrique à la Chine, même ceux que l'on considère comme étant des soutiens putatifs de la Russie, je pense à la Chine et à l'Inde, voilà les pays africains qui se cantonnent à une forme de neutralité. Aucun de ces pays ne justifie et n'apporte leur soutien au motif de la guerre. Il y a peut-être effectivement une forme de neutralité, il y a une forme de distance, de prudence, mais de la Chine au Mali, en passant par la Centrafrique ou encore l'Inde, aucun de ces pays n'apporte un soutien clairement affirmé au motif de la guerre tel qu'énoncé par Vladimir Poutine. Mais il ne la condamne pas, Thomas Friand. On va garder ce hiatus au G20. Alors je vais rappeler tout de même que le G20 inclut donc les pays émergents, les fameux BRICS, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud dont on a parlé. Il y a aussi la présence de Paul Kagame à ce G20. Il y a également Macky Sall. Est-ce que la Russie s'isole de plus en plus ou pas ? Alors non seulement la Russie s'isole de façon générale, et y compris par les actes qu'elle a commis aujourd'hui, les bombardements sur des civils qui continuent de façonner son isolement, mais en plus de ça, elle est isolée. Elle est isolée de deux manières. Elle est isolée par ce format absolument exceptionnel du G20. Il faut le souligner. Le G20 n'est pas une organisation internationale, c'est un club de leaders, et ça n'est pas un club au moment desquels les crises d'ordre politico-militaire n'ont jamais été discutées. Ça a toujours été une instance de gestion de ce qu'on appelle la gouvernance économique mondiale, c'est-à-dire en gros l'instabilité financière, le commerce international, etc. Donc là, il passait à autre chose. Il y a une rupture historique dans la vie du G20 à ce moment où Zelensky, qui n'est pas invité formellement en tant que leader à être présent, s'exprime au début pour mettre sur la table ce qui devait être le tabou de ce sommet, et ce qui explique l'absence du président Poutine. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que l'Indonésie a tout fait pour ménager la chèvre et le chou, en proposant un agenda qui devait permettre de traiter des conséquences de la guerre, l'inflation, la crise énergétique, l'insécurité alimentaire, et évidemment l'incapacité du système multilatéral en hypertension à traiter la continuité de la crise sanitaire, qui quand même continue à faire des millions de morts, tout en tenant compte du fait que ce G20 composé de 3 blocs, le bloc de l'Occident qui a condamné et sanctionné la Russie, le bloc qui a condamné mais qui n'a jamais sanctionné la Russie, on compte là-dedans la Turquie, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, et le bloc des opportunistes, c'est comme ça que je les appelle, qui exploitent les circonstances, qui n'ont ni condamné ni sanctionné la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Donc vous voyez 3 blocs plutôt que 2 mais blocs. C'est une rupture majeure parce que de fait, on devait parler d'économie mondiale, et en fait, c'est la géopolitique qui est revenue au premier plan, et ça c'est ce qui va isoler de facto Poutine, qui n'a rien à opposer à la situation, puisqu'il n'est même pas présent. Et qu'aucun leader, si on regarde sur Twitter, ne s'affiche à côté de Lavrov. Vous pouvez prendre n'importe quel leader du G20, vous ne trouvez personne à côté de Lavrov sur les réseaux sociaux. Zelensky s'est adressé au G19. Oui, G19 en disant la Russie n'est pas là, donc c'est G19 et pas le G20. Vous vouliez réagir également, Jean-Maurice Ripper ? Merci, oui, sur deux, trois choses par rapport à ce qui a été dit sur l'isolement. D'abord, par rapport au discours de Zelensky, il s'adressait au G20 pour leur dire « aidez-moi ». Il s'adressait aussi au G20 pour leur dire « ne me forcez pas la main. J'ai fixé des conditions, c'est moi qui déciderai à quel moment l'Ukraine devra négocier, si elle doit négocier. » Et je pense que c'est sage, il est sage de s'en rappeler. On peut discuter à l'infini pour savoir s'il faut des négociations, c'est quand même à lui de décider. Sur l'histoire de l'isolement, quand même, excusez-moi, 141 pays ont condamné la Russie aux Nations Unies au début de la guerre. Il n'y en a eu que 4 pour la soutenir, donc, dont la Corée du Nord, je vous le rappelle, grande démocratie, et l'Érythrée. Bien, il y a eu hier un vote aux Nations Unies ou ce matin, je ne sais plus, sur la création d'un fonds, la création d'un mécanisme pour réparer les dommages de guerre aux frais des Russes. Il a été approuvé
par 93 pays, c'est-à-dire encore plus de la moitié. Donc il y a quand même un basculement. Donc moi, quand Macky Sall, le président du Sénégal, est allé au nom de l'Union africaine à Moscou pour dire vous ne pouvez pas bloquer les exportations de céréales ad infinitum parce que vous allez affamer le monde, Poutine a été obligé de céder. C'était une belle preuve de l'indépendance de l'Afrique par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qui ne condamne pas, ne soutient pas, mais qui commence à faire entendre sa voix, de mon point de vue. Pardon, un tout petit point encore, sur la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale est déjà au travail depuis 10 mois pour enquêter sur les crimes de guerre. Alors Vladimir Poutine, on l'a dit, n'est pas au G20. Il est représenté par ce chef de la diplomatie russe qu'on connaît bien, Sergueï Lavrov. Alors, un petit événement aujourd'hui, puisque AP, donc Associated Press, avait affirmé que Sergueï Lavrov avait eu des problèmes cardiaques, qu'il avait été hospitalisé. Il a démenti et on a pu le voir installé, vous allez le voir, sur la terrasse de sa chambre hôtel, arborant un t-shirt Basquiat. Sergueï Lavrov a même accusé les journalistes occidentaux d'être biaisés. On regarde cette séquence. J'aimerais que les journalistes occidentaux soient plus honnêtes qu'ils ne le sont, qu'ils écrivent plus souvent la vérité et qu'ils ne limitent pas leur reportage à un seul point de vue qu'ils diffusent, sur toutes les questions où sont impliqués les intérêts russes qui sont ignorés. Elena, vous qui êtes la spécialiste de la communication, de le décryptage de la communication russe. Jaune et bleu, le t-shirt, ça ne s'invente pas quand même. Avec Basquiat écrit dessus. Je ne sais plus quel responsable ukrainien a plaisanté en disant mais il ne peut pas faire une crise cardiaque, il n'a pas de cœur. Intéressant. En tout cas, communication classique, ce sont les Occidentaux qui sont fautifs. Là oui, sur le fond oui, sur la forme pas du tout. Sergueï Lavrov qui est plutôt de l'image du diplomate sobre, très en contrôle. Alors, je parle sous votre contrôle, peut-être que non. Mais non, moi, en tout cas, en t-shirt et en short comme ça, je ne l'ai pas souvent vu. Par contre, pour moi, l'image de l'isolement de la Russie, au-delà du fait que Vladimir Poutine n'en est pas, c'est cette conférence de presse qu'a donnée Sergueï Lavrov à l'issue du G20, où il y avait 5 micros des chaînes de télévision propagandistes russes autour de lui, en caméra très serrée, pour pas justement montrer où il était debout devant un mur, sans logo derrière, sans rien. Enfin, on est quand même loin du représentant d'un grand pays qui est à égal avec les autres. Voilà, et c'est vrai que cette image-là, ce n'est pas pour renforcer une image de grandeur, de puissance et de sérieux que veut envoyer la Russie aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Francis Aloupo? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors Sergueï Lavrov affirme aussi que les Occidentaux tentent de politiser le G20. Ça, c'est sa grande affirmation de la journée. Oui, alors vous avez raison, parce qu'il y a une rupture, effectivement, dans la vocation même du G20, parce que le G20 a effectivement une vocation économique au départ. D'ailleurs, c'est en 2017 que le G20 a commencé à s'intéresser à d'autres pays, autres que ceux qui composaient donc ce groupe. Il y a effectivement une rupture systémique, ce qui amène d'ailleurs à se poser la question, je dirais, sur la nature même, sur la destination du G20, parce que le G20 n'est pas une organisation politique et ne détient pas une légitimité particulière. C'est-à-dire que la seule organisation internationale détenant une légitimité de ce point de vue, c'est l'ONU. Alors si le G20, effectivement, commence à faire de la politique, vous me direz que les BRICS aussi ont essayé à un moment donné de mettre en place un modèle politique alternatif. Donc le G20 est fondé à le faire. Ceci dit, la question de la légitimité du G20 à résoudre des conflits majeurs comme celui dont nous parlons pourrait se poser à un moment donné. Elle se pose aujourd'hui ou pas, cette légitimité du G20 en fait, la question n'est pas forcément la légitimité du G20, mais l'espace efficace pour traiter le sujet. Parce que je ne veux pas évacuer la légitimité historique et absolument incontestable des Nations Unies et en particulier du Conseil de sécurité, mais force est constater qu'à force de veto et la Russie et tantôt la Chine ont rendu cet espace relativement limitant pour pouvoir y parvenir. Je ne veux pas dire qu'il faudrait substituer au Conseil de sécurité le G20, ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, sur un certain nombre de sujets, le travail des diplomates, c'est de trouver l'arène dans laquelle la meilleure décision peut être trouvée. Il faut surtout réformer le Conseil de sécurité. Et en l'occurrence, il y a cette question qui est sous-jacente, mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'est produit de facto. L'Indonésie a tout fait pour que le G20 ne soit pas le moment au cours duquel on allait aborder ces sujets-là qui sont d'ordre politico-militaire et qui doivent être traités au Conseil de sécurité. Sauf que c'est ce qui s'est passé. Donc elle a raté son coup, si je puis dire. Et ça, c'est dans la nature du G20, si j'ose dire, puisque son historique, ça a été celui d'un bloc de gestion de crise. C'est-à-dire que le G20, c'est l'attrape-tout. Au moment où il y a une crise et qu'il y a un G20, c'est cette crise qui devient le sommet de la pyramide du G20. Donc l'Indonésie a raté son coup de ne pas en faire une enceinte politique. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que le G20, globalement, c'est ce que serait un Conseil de sécurité élargi en réalité.
Ce sont les mêmes. Donc si le G20 est capable d'apporter quelque chose, et par la confrontation non seulement des 5 membres permanents, mais des pays dits émergents, ça fait longtemps qu'ils ont émergé pour certains d'entre eux, alors il y aura une piste intéressante, je pense, pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, c'est de ce point de vue, excusez-moi. Allez-y. D'ailleurs, c'est dans cette optique l'Afrique, notamment par la voix de Macky Sall, actuel président de l'exercice de l'Union africaine, demande l'intégration d'autres pays africains, non pas tous les pays africains, mais il demande très clairement que l'Afrique du Sud ne soit pas le seul pays, ne soit plus le seul pays à représenter le continent africain, mais que l'Union africaine en tant qu'entité soit considérée comme un membre du G20, ce qui permettrait effectivement... Comme l'Union européenne. Voilà, ce qui serait d'ailleurs logique, puisque les questions africaines sont de plus en plus intégrées dans l'agenda du G20. Donc on le disait, en plein sommet du G20, il y a 2 immeubles résidentiels de Kiev qui ont été touchés par une attaque au missile imputée à la Russie. Donc ça s'est passé littéralement aujourd'hui pendant le G20. Des bombardements qui ont lieu aussi à Lviv, donc à l'ouest, aussi à Kharkiv. Et ce sont vraiment les premières frappes russes depuis la libération de Kherson. L'électricité est coupée dans plusieurs régions en Ukraine. On va écouter la réaction d'une habitante de Kiev et également les propos de Volodymyr Zelensky qui ont suivi. Mon appartement se trouve à l'opposé de cet immeuble. Ma tasse a sauté sur la table. J'étais à côté. J'ai ressenti l'explosion et après j'ai vu la fumée. J'ai couru jusqu'au balcon pour voir d'où cela venait. Au début, j'ai cru que c'était une explosion due au gaz. 85 missiles ont été tirés sur l'Ukraine, sur nos villes. La plupart sur des infrastructures énergétiques. Ce que l'ennemi veut est clair, mais il n'atteindra pas son objectif. Il y a peut-être encore 20 frappes à venir, donc je demande à tout le monde de faire attention et de rester dans les abris pour quelque temps encore. Et donc cette mise en garde de Volodymyr Zelensky, c'était cet après-midi. Ce matin, il y avait heure française, je parle, ce discours au G20, donc sur les 10 conditions justement pour préparer les pourparlers de paix. On voit bien tout de même qu'il y a une dichotomie, qu'on est tout d'un coup à nouveau dans la violence alors qu'on était dans les discussions. C'est pas facile. Vladimir Poutine, lui, n'était pas dans les discussions. Vladimir Poutine est dans la violence justement. Et je pense que c'est très emblématique ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se posait la question, mais est-ce que Vladimir Poutine irait au G20 ou pas pour rencontrer Joe Biden? On s'est même posé la question de savoir si cette fameuse menace nucléaire qu'il brandissait sans cesse, si ce n'était pas pour un levier de pression pour ensuite rencontrer Joe Biden et avoir une discussion avec celui qu'il considère depuis de nombreuses années comme son véritable interlocuteur dans une guerre, quelle qu'elle soit, froide ou chaude, etc. En réalité, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur le G20, j'ai le mot en russe, un espace politique ou non, je pense que la gravité de ce qui se passe, c'est très banal ce que je dis, mais la gravité de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine fait qu'on ne pouvait pas évacuer la question ukrainienne du G20 qui n'a pas vocation à parler de ces questions-là à la base. Sergueï Lavrov a tenté justement, et la Russie tente sans cesse de minimiser cette question, de reléguer ce conflit comme une guerre existentielle, naturelle que devrait mener la Russie sur fond d'un tas d'autres problèmes beaucoup plus internationaux, finalement beaucoup plus importants dont devrait s'occuper le monde au lieu de s'occuper de ce qui se passe en Ukraine et de sa petite tentative d'invasion qui n'en est pas une. Et dans sa parole introductive de sa conférence de presse avant que les journalistes ne lui posent la question, il a parlé pendant une dizaine de minutes de Covid. En fait, il n'a pas prononcé le mot Ukraine, il n'a pas abordé cette question, et ce sont même les journalistes, même russes, qui l'ont ramené à ce thème. Donc on voit qu'il y a 2 espaces. Il y a l'espace de la communauté internationale et des pays membres du G20, en tout cas, ou du G19, pour qui cette question, aujourd'hui, l'ampleur de cette invasion et aussi les événements qui se passent avec le retrait russe de Kherson, c'est-à-dire on est aujourd'hui à se demander est-ce que la Russie ne va pas finalement perdre cette guerre. Cette question, elle prend tellement d'ampleur que finalement c'est naturel. Vladimir Poutine, lui, reste dans sa rhétorique qui, pour rejoindre encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, n'est pas celle de la négociation, elle est celle de la violence pure et simple. Jean-Maurice Ripert, pour vous qui êtes le diplomate, ces frappes aujourd'hui, les premières après la reprise de Kherson par les Ukrainiens, en plein G20, ce n'est pas un hasard. Non, mais sur Kiev en particulier. Potentielle, je l'ai dit déjà il y a plusieurs jours, je pense qu'on doit s'interroger aujourd'hui sur le rôle de Vladimir Poutine. Je pense que Vladimir Poutine, comme au début de l'épisode du Covid, souvenez-vous, il a disparu purement et simplement dans sa villa à Sochi, après avoir délégué les responsabilités aux gouverneurs et aux entreprises, a disparu. Il a délégué aux militaires, il a délégué la guerre aux militaires. C'est ce qui s'est passé à Kherson. Alors, ce schéma, les militaires font la guerre, je fais la diplomatie, tenait, mais sauf qu'il n'est pas allé à Bali, au G20.
Donc moi, je pense qu'il faut se poser la question de savoir si ce ne sont pas de fait les militaires, et j'ai envie de dire l'extrême droite nationaliste qui pointe le nez derrière Vladimir Poutine. Vous avez entendu cette phrase extraordinaire de Douguine, le théologien, c'est le cas de le dire, de la suprématie du monde continental, qui a dit ce matin, je crois, il faut assassiner Poutine, il nous mène de défaite en défaite. C'était le théoricien de Vladimir Poutine. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce ne sont pas les militaires qui, de leur propre chef, ont envoyé ces missiles sur un certain nombre de villes. Je ne sais Sans pas. l'ordre de Poutine. Moi, peut-être, Elena en sait plus que moi. Que fait Poutine depuis 3 ou 4 jours? Que fait Poutine depuis l'annonce du retrait de Kherson? Personne n'en sait rien. Personne ne sait. Une des raisons pour lesquelles qui explique son absence au G20, c'est-à-dire qu'il y a eu véritablement une question de pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu sur place. Et un des éléments de réponse qui a été avancé, c'est gérer la pression politique intérieure. C'est-à-dire, je suis parti du pays. Survivre. Je suis moins en sécurité et Moscou est un peu plus libre d'agir en mon absence. À mon retour, ça sera plus difficile. Donc, je crois que derrière les propos de Jean-Maurice Ripper, sans wishful thinking de changement de régime qui pourrait faciliter l'issue de la guerre en Ukraine ou pas d'ailleurs, il y a quand même la question qui se pose pour Poutine de la stabilité de son régime. À l'heure où les défaites s'enchaînent, la première, c'était le régime change sur Kiev qui a été un échec monumental. La deuxième, c'était la guerre d'annexion qui s'est assez vite enlisée. Les contre-offensives ukrainiennes qui lui ont fait perdre des batailles extrêmement symboliques. Enfin, la reprise de Kharkiv en quelques semaines, alors que la bataille de Severodonetsk a duré beaucoup plus longtemps. C'est un coup très très dur à encaisser. Et maintenant, la reprise de Kherson, malgré le changement des états-majors du commandement de l'opération militaire spéciale avec l'installation du général Sourovikine, ça ne tient pas. Il doit encaisser ces chocs-là et ça provoque des éléments d'instabilité politique qui peuvent expliquer aussi son absence à Bali. En fait, vous avez la réponse à votre première question. Il y a une grande solitude de Vladimir Poutine à présent. Parce que si on observe les propos et les signaux que Vladimir Poutine n'a pas à multiplier au cours des dernières années, au cours des 5 ou 10 dernières années, et que cette croisade contre l'Occident dont il se réclame aujourd'hui, il espérait prendre la tête de cette croisade avec derrière lui, je dirais, des alliés. Il espérait en tout cas être à la tête d'une sorte de front, en fait, de front anti-occidental composé de multiples alliés, aussi bien en Asie qu'en Afrique. Or, aujourd'hui, on voit bien la distance peut-être sous une forme de neutralité, que prennent tous les pays sur lesquels il comptait pour soutenir cette action-là. Ça nous amène juste, en quelques mots, à observer de plus près les objectifs de la guerre, parce que pour qu'il y ait des soutiens, il faut que ces objectifs de la guerre soient tout à fait clairs. On est parti d'une probable dénazification de l'Ukraine à aujourd'hui une forme, comment je pourrais dire ça, de désatanisation de l'Occident. En fait, on en est là. On avait parlé d'une opération spéciale éclair qui aurait duré quelques jours, quelques semaines à peine. On en est au 10e mois. Et je me demande même si Poutine lui-même a une idée claire aujourd'hui de ce pourquoi il a envoyé, je dirais, de ce pourquoi il s'est engagé dans cette entreprise qui est au fond, et ça c'est une réalité, qui reste une entreprise de nature impérialiste. Alors on va revenir sur les séquelles de l'occupation russe à Kherson, Kherson donc, qui a été reprise par les Ukrainiens le week-end dernier, avec Laura Cambeau. Après la libération de Kherson, les habitants arrachent tous les panneaux et bannières pro-russes installés dans la ville. Il n'y avait plus de panneaux publicitaires, que de la propagande russe partout. Ça me dégoûte. Se débarrasser à tout prix de ces messages pour lutter contre les traumatismes occasionnés par 8 mois d'occupation russe. On rêvait de ce moment, je n'y crois toujours pas. J'ai toujours cette peur de marcher dans la rue. Je regarde autour de moi, qui est derrière moi, tout le temps. Angoisse, stress, nervosité, les séquelles sur les habitants sont nombreuses. En pleine célébration, ils échangent leurs récits. C'était effrayant. Des connaissances ont été emmenées par les Russes. Elles sont revenues 2 semaines plus tard sans dents et avec des reins endommagés. Dans cette prison aussi, les détenus n'ont pas été épargnés, bien au contraire. Ils décrivent des conditions de vie terribles et une violence inouïe. Le premier jour où les Russes sont entrés dans la prison, ils ont commencé à tirer et à lancer des grenades. Beaucoup de mes amis n'ont pas survécu. Ils ont tiré sur certains d'entre eux.
À 2 reprises, j'ai été emmené dehors pour être exécuté. Par miracle, ils ne m'ont pas tué. Des observateurs de l'ONU ont documenté des exécutions sommaires. Ils comptent déjà entre 70 et 80 cas de disparition forcée et de détention arbitraire dans la région. Une nouvelle équipe doit venir à Kherson pour enquêter. Elle pourrait découvrir des charniers, à l'image de ceux trouvés à Izioum après la libération. Elena voulait peut-être commenter justement, on voit bien qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis par les Russes. Finalement, cette reprise de Kherson ressemble un petit peu à ce qui a pu se passer à Kharkiv ou dans d'autres villes ukrainiennes. Oui, complètement. Ma collègue mentionnait Izioum à la sortie du sujet. J'y étais et c'est exactement les mêmes témoignages. Vous n'avez pas une personne, à la sortie de Zaporijia aussi, il n'y a pas une personne qui ne raconte des cas de torture, d'exaction, d'enlèvement. C'est vraiment stupéfiant. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des exactions, mais de l'ordre de l'arbitraire ou de cas isolés. Là, on est dans un régime de terreur systématique installé dans ces territoires occupés. Mon collègue Gulliver Krag a encore envoyé un reportage aussi depuis Balaklia, la région de Kharkiv. C'est pareil. Tout le monde raconte ces enlèvements, ces détentions arbitraires. Alors ça peut être parce que vous sortez après le couvre-feu ou que vous avez bu de l'alcool pour des choses du quotidien comme ça, tout comme ça peut être pour des raisons purement politiques ou politiques supposées, c'est-à-dire qu'on vous soupçonne à peine d'être soit un patriote ukrainien, soit d'avoir posté des posts pro-ukrainiens sur les réseaux sociaux ou d'avoir d'une quelconque façon aidé l'effort de guerre côté ukrainien. Par exemple, j'ai interviewé un garde forestier qui a été torturé parce qu'on avait trouvé cette tenue de camouflage chez lui alors que c'est une tenue qu'il porte pour son travail de garde forestier. Vous voyez, donc on en est là, on est dans des cas où les militaires ont les mains complètement déliées en fait pour torturer, pour enlever, pour détenir la population. Apparemment, c'est vraiment quelque chose qui relève du système et de quelque chose de systématique dans ces termes. Jean-Maurice Ripperla, il faudra, je voudrais qu'on rappelle... sur les crimes de guerre, il faudra effectivement que Vladimir Poutine, que la Russie paye pour ces crimes. J'ai écrit un éditorial dès le mois de mars pour demander la mise en place d'un tribunal spécial. Je préside aussi une ONG qui s'occupe d'enfants au plan international. Et nous savons que non seulement des enfants sont enlevés, mais comme vous le savez, ils sont déportés en Russie, notamment en Extrême-Orient, et donnés à des familles, comme le faisaient les dictateurs argentins avec les enfants de ceux qu'ils jetaient d'hélicoptères dans la mer. On donne des enfants ukrainiens à des familles russes. On connaît les exactions commises par le groupe Wagner et on sait aussi comment ils se sont comportés au Mali, en Centrafrique, en Syrie et aujourd'hui en Ukraine. Ce sont des gens qui violent, qui tuent, qui pillent, qui assassinent. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Il y a des dizaines de milliers de victimes civiles depuis le début de la guerre en Ukraine qui sont assassinées par ces gens. Alors pour en revenir justement au G20, Francis Laloupeau, il est question que le projet de communiqué mentionne le mot « guerre » en Ukraine, alors qu'on sait que Moscou parle toujours donc d'opération spéciale. Est-ce qu'il pourrait y avoir, ça serait peut-être quelque chose de très important, un G20 qui se termine avec un communiqué qui mentionne la guerre en Ukraine? Cela n'est pas impossible, parce que je pense que ceux qui sont à Bali, ceux qui sont en Indonésie, ont au moins ceci en commun désormais, c'est le front qui condamne très clairement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou qui en tout cas manifeste une forme de distance vis-à-vis de Poutine. Je pense au président chinois, par exemple. Donc il n'est pas impossible qu'à l'arrivée, qu'on parle de guerre. De toute façon, dans les coulisses, c'est le mot guerre qui est employé, personne ne parle d'opération spéciale. Alors ça m'amène à dire que finalement, ce conflit... Ça serait un symbole fort, en tout cas, que la communauté internationale l'écrive. D'abord, il faut nommer la situation pour ce qu'elle est. Il s'agit d'une guerre. Vous pouvez trouver des solutions, puisqu'on parle de négociations possibles. Vous pouvez ensuite trouver les voies et moyens d'une médiation et ensuite d'une résolution du conflit. Or, il sera très difficile de résoudre un conflit, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dont on ne connaît pas la véritable nature au fond ou les objectifs. Parce que, d'abord, il faut nommer le conflit et ensuite repréciser les objectifs pour lesquels un pays a décidé d'envahir un autre, au mépris de ses frontières, au mépris de l'intangibilité des frontières et du respect de l'intégrité territoriale d'un pays. Tant que je pense que ces critères ne seront pas posés, que ces paramètres ne seront pas admis de tous, il va être difficile de trouver les voies et moyens de la résolution de ce conflit. Encore faut-il savoir si la Russie veut jouer le jeu de la résolution du conflit conformément au droit international, puisque depuis quelque temps, on entend quand même de plus en plus les dirigeants russes, les responsables politiques russes, suggérer d'ailleurs que la Russie se retire en fait du contexte actuel des relations internationales, donc créer une sorte, je dirais, de pôle
autre que celui qui aujourd'hui régit les relations internationales, c'est-à-dire les Nations Unies. Alors, on en une est sorte là de quand groupe alternatif. Oui, on en est là, je veux dire, quelque chose qui ressemble à une forme, je dirais, d'extravagance. Juridique, puisque la Russie, la question se pose clairement aujourd'hui de savoir si la Russie fait partie toujours de cette communauté internationale, j'entends bien communauté internationale, pas la communauté qui fonde et constitue les Nations Unies. D'où la question aussi de savoir si le Conseil de sécurité tel qu'il fonctionne aujourd'hui est encore valide. Oui, parce que pour l'instant, ils ont un siège aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ils l'utilisent très souvent. Thomas Friand, est-ce qu'il pourrait y avoir effectivement un communiqué du G20 qui cite cette guerre en Ukraine? Alors, cette question du communiqué paraît symbolique parce qu'il s'agit d'un élément déclaratif qui n'est pas politiquement, pas juridiquement engageant, il ne l'est que politiquement. Mais en réalité, tout est derrière cette question. Parce que s'il y a un communiqué qui ne mentionne pas le mot guerre, qui mentionne tous les à côté, c'est une victoire russe énorme. S'il y a un communiqué qui mentionne le mot guerre, ça sera probablement un communiqué du G19 et ça sera donc l'acte de mort du G20, ou en tout cas la recomposition d'autre chose, et qui signalera, d'une manière ou d'une autre, qu'à un moment ou un autre se posera la question de la légitimité de la place de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça condamne à mort le G20 finalement en tant que tel? Non, ça va remettre en cause sa composition. Et la composition du G20 est très intéressante parce qu'en fait, on parle de G20 comme s'il y avait 20 personnes autour de la table, il y en a 41. Donc cette question-là est un petit peu plus complexe. S'il y a un communiqué qui ne mentionne pas la guerre en Ukraine, mais qui se contente de mentionner les conséquences et la façon dont... Donc évidemment, je parlais tout à l'heure de l'inflation, l'énergie, des questions de santé, etc. Et qui parle seulement du conflit, eh bien je crois que ça sera une forme d'échec occidental. Et ça traduira quoi? Ça traduira le fait que l'Occident aura en tout cas transigé pour faire prévaloir son désir, son appétit pour le multilatéralisme, plutôt que sur la tension. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Il me semble que ce qu'il y a de plus probable, puisque la présidence indonésienne nous y a préparé, c'est qu'il n'y ait pas de communiqué du tout, ce qui serait là aussi une rupture dans l'histoire du G20, puisque ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire du G7, au moment de Charlevoix 2018, où les États du G7 se réunissent, se mettent d'accord, il y a quelques dissensus sur les questions de commerce international. Trump est vexé par Trudeau et dans l'avion, il dit les États-Unis se retirent de ce communiqué et c'est la seule fois dans l'histoire de ces groupes où il n'y a rien eu de forme de consensus. Donc peut-être pas de communiqué du tout. Les Indonésiens nous y ont préparé. La présidence indonésienne a annoncé l'idée selon laquelle on pourrait avoir un G20 qui débouche sur rien, comme si c'était un G7 au coin du feu. Pour éviter finalement le sujet. Au final. J'ai cru comprendre ce que j'ai lu de certaines sources et en écoutant Lavrov aussi qu'il y aura un communiqué où il sera question de la guerre en Ukraine, mais la façon de ménager la Russie qui parle aussi de guerre en Ukraine et qui parle de guerre que mèneraient les Occidentaux contre la Russie en Ukraine serait de dire guerre en Ukraine, mais pas guerre de la Russie en Ukraine. Et Sergueï Lavrov, tout à l'heure, dans sa conférence de presse, disait qu'il y avait eu apparemment un accord sur un communiqué et que la Russie avait obtenu que soit mentionné dans ce communiqué final le fait que des versions alternatives à la version principale ont été prononcées lors du G20. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une technique de parade qui version alternative qui n'est pas la fake news, mais qui est la déclaration interprétative du communiqué. C'est-à-dire qu'il existe des moments dans les sommets du G20 ou du G7 où le G20 produit son communiqué avec des mots un peu alambiqués pour mettre tout le monde d'accord, et où l'État qui est mal à l'aise du fait de la déclaration fait sa propre déclaration pour expliquer comment lui, il interprète les termes du communiqué. Et c'est un peu cette logique-là qu'a présenté votre journaliste en disant la Russie pourrait expliquer que, de fait, les termes de guerre dans ce communiqué du G20 évoquent le combat que l'Occident, l'OTAN mènerait contre la Russie. Jean-Maurice, à nouveau une façon pour la Russie de Est-ce qu'on ménagerait la Russie dans ce cas? C'est ça, en fait, cette espèce de... C'est important, les communiqués, mais je ne crois pas que là soit l'essentiel de ce sommet. D'un point de vue symbolique, je pense qu'il faut avoir entendu aussi ce qui s'est passé dans l'entretien entre le président Biden et le président Xi Jinping, où la Chine a pris position extrêmement clairement, non seulement contre l'utilisation de l'arme nucléaire, vous l'avez dit, mais aussi contre la menace d'utiliser l'arme nucléaire, ce qui visait plus directement la Russie. Et par ailleurs, elle a pris l'engagement public, disant « Nous n'avons pas de visée militaire contre Taïwan ». Ça, excusez-moi, mais pour l'Asie, c'est un résultat extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, je comprends qu'il y aura bientôt un visiteur de haute marque en Chine.
Donc il s'est passé... d'Emmanuel Macron, là? Non, Vous parlez parce que je sais qu'il doit aller Sûrement, il doit y aller. De l'envoyé du président Biden. Autrement dit, il s'est passé quand même aussi d'autres choses à ce G20. Absolument. Le G20 ne produit pas que le communiqué. Je pense que ce qui est le plus intéressant à suivre, ce sont les réunions bilatérales qui ont lieu à l'occasion du G20. Qui étaient importantes. On les suit très près parce qu'elles produisent elles-mêmes d'autres communiqués qui sont aussi importants que le communiqué du groupe. Alors, il y a une réunion intéressante aujourd'hui entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Macky Sall, Paul Kagame, ces pays d'Afrique qui ont justement évoqué la famine, les risques de famine, et puis cet accord sur les céréales qui a permis de livrer 10 millions de tonnes de céréales à l'Ukraine. Un accord donc qui doit se terminer vendredi. Et Emmanuel Macron a tweeté, on va regarder le tweet du président français, la Turquie et la France continueront d'œuvrer pour que les exportations de céréales ukrainiennes se poursuivent sans entrave afin de limiter le risque de famine dans le monde. Est-ce qu'effectivement ce G20 pourrait se terminer par une prolongation de cet accord, Francis Aloupo? Est-ce que d'un point de vue, de ce côté-là, ça pourrait marcher? Oui, ça pourrait marcher dans la mesure où c'est une forme de renfort que le G20 apporte aux pays africains qui, il faut quand même le dire, sont les premières victimes de cette crise, alors que ce sont les pays les plus éloignés du théâtre du conflit, quoi. Et donc, je pense que ce soutien de G20 est très important. Mais au-delà de ce soutien, sur le plan, évidemment, de la question des céréales, la question alimentaire, il y a aussi la question climatique. Les financements, quand même, climatiques sont aussi au cœur des discussions. La question de la dette également, parce que le G20 avait apporté... Dette du Tchad, en particulier. Une suspension de la dette, je veux dire, aux pays africains, aux pays les plus fragiles, en tout cas. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets qui constituent, en fait, le menu de discussion entre les hôtes africains, Macky Sall et Paul Kagame, et le G20. Mais ce que réclame aujourd'hui Macky Sall, c'est un émissaire, je pense, c'est un émissaire du continent de ce point de vue-là, c'est qu'au-delà de cette discussion ponctuelle, au-delà de ce qui peut constituer l'aide apportée par le G20, il faut peut-être dépasser la notion de l'aide et amener, en fait, mettre en place les mécanismes permettant à l'Afrique de devenir un partenaire à part entière du G20, y compris peut-être même d'ailleurs, au-delà même du partenariat, un membre à part entière du G20. Il n'est pas très compliqué, je dirais, d'intégrer l'Union africaine en tant qu'entité unique au G20, comme l'Union européenne est un membre en tant qu'entité du G20. Cela n'est pas impossible. Je pense que politiquement, c'est ainsi que se dessine peut-être aussi le schéma de l'avenir. Ça pourrait être ce que Emmanuel Macron appelle le multilatéralisme efficace, Thomas Friant. Oui, c'est absolument probable. Et d'ailleurs, ça se ritualise sans forcément que ça soit verbalisé. C'est-à-dire que la présidence de l'Union africaine, occupée par le Sénégal cette année, est une forme d'invité permanent. Le G20, à nouveau, le chiffre est trompeur parce que, prenez l'exemple de l'Espagne, l'Espagne n'est pas membre du G20, c'est un invité permanent. La présidence a, par exemple, le droit, c'est une sorte de tradition dans le G20, d'inviter 5 pays dont elle considère que pour son rayonnement régional et pour les problèmes politiques qu'elle a à résoudre, elle a le droit d'inviter ces pays. C'est un choix souverain. Par exemple, l'Indonésie a choisi d'inviter le Suriname, le Cambodge, Singapour, etc. Donc, c'est assez le G20 n'étant pas une institution, il est assez plastique pour aller dans cette direction. Je crois que cette direction est déjà prise. Si c'était formalisé, validé, entériné politiquement par l'ensemble des membres, ça serait encore mieux parce que ça donnerait une place significative à l'Union africaine, on ne peut que le souhaiter. Maintenant, il ne faut pas être naïf, la situation extrêmement dégradée de la coopération internationale n'est pas un moment dans lequel des grands consensus comme ça se forgent aujourd'hui, c'est un peu regrettable. Il faut rappeler que l'Union africaine s'est donné comme objectif la construction d'une union économique sur le même modèle que l'Union européenne. Donc elle est parfaitement légitime à demander son intégration au G20. Donc le multilatéralisme efficace, c'est la bonne expression, vous pensez, Jean-Maurice Ripert. Merci beaucoup, Elena, d'avoir été avec nous. Elena Voloshin, merci à vous, Jean-Maurice Ripert. Merci, Thomas Friant. Merci à vous, Francis Laloupo. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et vous restez avec nous sur France 24.